Et même si je ne suis pas un inconnu dans notre organisation, celle qui fait son congrès aujourd'hui, en disant ça, président de la LDH, je voulais signaler deux choses. La première, c'est notre engagement international, celui de la LDH, pour qu'il puisse exister une stratégie des droits, aussi bien à l'échelle européenne que mondiale, et que la deuxième chose, c'est que la LDH est une association avec trois caractéristiques importantes. La première, c'est que c'est une association et pas une institution. La deuxième, c'est que c'est une organisation généraliste qui travaille avec des organisations thématiques et des réseaux qui ont toute leur puissance et leur place pour travailler à ce sujet. Et la troisième, c'est que c'est une organisation internationale et qui aujourd'hui comporte 31 organisations, membres de 22 pays de l'Union européenne, et que c'est tout important de le signaler, que les deux dernières qui viennent d'adhérer sont une organisation croate et une organisation roumaine. Je ne vais pas vous faire la lecture de ce que c'est que la LDH, parce que c'est très bien dit dans ce papier que j'ai rédigé, que vous trouvez dans votre dossier, et qui comporte au revers deux éléments très importants: le bulletin d'adhésion individuelle à la LDH, ainsi que la totalité des organisations actuellement membres de cette organisation. Et vous trouverez aussi bien une organisation allemande, autrichienne, belge, bulgare, chypriote, croate, écossaise, espagnole, estonienne, finlandaise, française bien sûr, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, Roumanie, la Suisse et quelques membres partenaires. En voulant vous les dire comme ça, c'était pour vous signaler, c'est vrai qu'il nous reste beaucoup de travail à faire, mais que quand même une ouverture internationale aussi importante mérite toute notre attention. Le troisième élément, ce que je voulais dire, je ne vais pas donc vous signaler ce fait de la LDH, mais je voudrais vous soumettre quelques questions d'actualité. Notre réflexion nous amène, après les élections britanniques, à se poser la question de quel est donc le futur de l'Europe. Le président Juncker, le président actuel de la Commission, lui le dit plus simplement en disant que ce qu'ils font, c'est « lost exit to Europe ». Ça prouve bien l'importance de ce que nous mettons en avant pour nous poser la question de c'est quoi la construction européenne. Je vous propose une réflexion en 7 points qui sont les suivants. La première, quel est l'état de la démocratie? Aussi bien du point de vue institutionnel, c'est-à-dire comment fonctionnent les institutions, que aussi la façon dont les citoyens se saisissent de l'actualité européenne pour peser dessus. Sur les questions institutionnelles, on a de plus en plus fortement l'impression qu'au lieu d'une action commune, on est retourné à un fonctionnement de type intergouvernemental où chacun échange dans une sorte de bourse au pouvoir et aux positions ce que je peux accepter contre ce que tu peux accepter. Ou au lieu de faire de la politique européenne, chacun échange avec un autre, moi ça je peux faire, et si tu m'ennuies sur ça, je t'ennuie sur le reste. Et donc cette position intergouvernementale est une situation assez bloquée, et on le voit bien, en particulier quand il s'agit de répondre aux migrants et aux réfugiés. La deuxième question sur la démocratie est bien évidemment son rapport avec la société civile, avec les individus, les citoyens, les citoyennes qui essayent d'intervenir sur le cours européen. Où on a l'impression que ce dialogue civil d'un côté et le dialogue social de l'autre sont souvent réduits à une portion congrue. Bien sûr, les traités obligent à les consulter, alors on les consulte. On les consulte avec de grands questionnaires qu'on met sur le site de l'Union européenne, et puis nous avons répondu. Et puis quand des citoyens organisent une véritable consultation avec ce qu'on appelle une initiative citoyenne européenne, comme par exemple sur l'avenir du TAFTA, eh bien là on dit que ça n'est pas du rôle de la société civile d'intervenir dessus, et que donc la Commission n'est pas tenue d'en prendre la mesure. Deuxième élément, les libertés publiques. L'Union européenne est conçue comme un espace de liberté ouvert à tous les citoyens et les citoyennes et à la société civile, et on se vante d'être cet espace le plus ouvert. Alors certes, cela existe, mais on voit bien que dans nombre de pays, il commence à y avoir,
il se poursuit un certain nombre d'offensives sur l'exercice des libertés publiques. Faut-il citer la Hongrie, avec la loi sur les associations? Faut-il citer la tentative faite en Espagne de poser des questions sur les manifestations? Faut-il poser des questions sur les freins, sur la France, sur la loi sur le renseignement? Et d'autres, et nombre sont ces pays où les questions de liberté publique sont en cause. Alors bien sûr, on me répond, bon, mais enfin, il faut que tu saches comparer ce qui se passe ailleurs. Regardons ce qui se passe au Soudan. Et si tu compares au Soudan, eh bien sûr, forcément, c'est mieux, dit-on ici. Et exerce donc les questions de liberté, de défense des droits dans les pays qui en ont besoin, et pas chez nous, où la liberté et les libertés démocratiques existent. La question devient alors, quelle est l'aune à laquelle on mesure l'existence et le degré de démocratie si on prend le pire des pays pour juger que tous les autres sont bien? À ce moment-là, bien sûr, il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'activité de progression des droits. Troisième question, la politique économique qui est suivie aujourd'hui, que nous caractérisons souvent comme une politique d'austérité, une politique qui a amené qu'aujourd'hui, les statistiques faites par le service statistique de Eurostat sont très précises là-dessus. Sur 520 millions d'Européens, 120 millions sont en situation ou en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. 120 millions, un quart. Est-ce qu'un tel titre, un tel résultat, une telle information n'aurait pas mérité de faire la place première de l'activité de la Commission européenne et des différentes institutions comme le Conseil européen, de se poser la question, mais qu'est-ce donc que cette Europe où en fait le nombre de pauvres potentiels, futurs, ou le nombre d'exclus augmente, alors que la construction européenne était censée favoriser une convergence entre les situations des gens. Cette politique économique suivie, malgré toutes les remarques qu'on peut faire, défendue par les économistes de la Commission en disant que c'est la seule solution, il n'y a pas d'alternative à cette politique, est en fait une politique douteuse, au sens où nous dire qu'il n'y a qu'une seule politique possible revient à dire que eh bien, le monde va forcément aller vers l'appauvrissement de certains, pendant que l'enrichissement des autres correspondra à cet appauvrissement. Or, les économistes, vous savez, on dit souvent que les économistes, on les a inventés, on a inventé les astrologues pour faire croire que les économistes disent la vérité. Il y a toujours un problème de prévision. Il serait bon de comparer les prévisions qui sont faites au fur et à mesure du développement de l'Union européenne par ces économistes pour voir la constatation de l'inanité du programme qui est proposé. Quatrième question, c'est la question des droits économiques et sociaux, qui sont une conséquence de cette politique d'austérité suivie. Les droits économiques et sociaux sont le parent pauvre, c'est l'élément secondaire de la construction européenne. Alors bien sûr, ça ne fait pas partie des traités. Les droits sociaux seront restés de domination nationale, et il n'empêche quand même que pour traiter de droits économiques et sociaux, eh bien, il y a les grands objectifs, qu'on appelle les grands objectifs de politique économique, ou bien le comité de protection sociale qui définit un certain nombre d'objectifs. Alors, elle ne fixe pas dans les détails ce qui va se passer dans chacun des pays, mais en fixant des grands objectifs de politique économique, en mettant les États sous surveillance. Il y a trois types d'États, vous savez, il y a ceux qui ne sont pas sous surveillance, il y a ceux qui sont complètement sous surveillance, et puis il y a ceux qui sont au milieu, qui pourraient être sous surveillance de la part de la Commission, du point de vue budgétaire, financier, engagement, dette, et ainsi de suite. Ce fonctionnement fait que les droits économiques et sociaux, les droits sociaux sont considérés comme parfaitement secondaires par rapport aux droits économiques. Et alors que les traités ne portent pas sur les droits sociaux, en fait, au bout du compte, les droits sociaux, c'est le sujet majeur du fonctionnement de l'économie européenne. Cinquième élément de question, c'est bien évidemment la question qui tourne autour des sorts faits aux migrants et aux réfugiés. C'est le sujet d'actualité, c'est celui sur lequel l'AEDH insiste beaucoup aujourd'hui et est amené à servir de convergence entre les différents réseaux européens pour tenter de peser sur la politique défendue par l'Union européenne, sachant qu'il s'agit d'une décision des conseils européens. Donc je rappelle, les conseils européens, ce sont les chefs d'État et de gouvernement. C'est eux qui décident de cette politique, la Commission étant amenée à la suivre.
les positions défendues vis-à-vis des migrants et des réfugiés ont produit les catastrophes que vous connaissez. Il y aura bien sûr toujours par devant des larmes dans ces drames sont absolument épouvantables, il faut arrêter ces drames. Mais ça n'est jamais en proposant l'accueil, ça n'est jamais en défendant les droits des personnes. C'est en ça que nous y sommes opposés dernièrement, c'est éventuellement jamais en développant des ponts, mais en utilisant les armes. C'est pour ça que notre dernière déclaration, celle que nous allons sortir avec les réseaux européens, s'appellera « Des ponts et des armes » et vous appelle toutes et tous à l'action, de façon à ce que, une fois de plus, les réfugiés et les migrants qui sont en situation de nécessité, et c'est la raison pour laquelle ils quittent leur pays, ne soient pas pris entre les deux feux, d'un côté les mafieux qui les font transport, et de l'autre côté les gardes-côtes qui les repoussent. Sixième point. Sixième question, les questions dites sécurité ou sûreté. L'Union européenne, non seulement a été amenée à accepter les contrôles sous prétexte de lutte contre le terrorisme, mais a développé, à côté des organismes américains, toutes sortes de systèmes de contrôle, dont l'un des derniers est tout à fait intéressant à remarquer, c'est celui qu'on appelle le secret des affaires. Le secret des affaires est une directive en projet qui reviendra à mettre sous surveillance toute activité à l'intérieur des entreprises si elle est stratégique. D'où la question suivante. Est-ce que la décision d'une entreprise de liquider un lieu et d'envoyer, de le délocaliser dans un autre pays où le coût salarial est moins élevé, donc d'augmenter les profits puisqu'on va diminuer la masse salariale, est une décision stratégique ou non? Question après, puisque c'est une décision stratégique, qu'ont le droit de dire les salariés dans le cadre de ce secret des affaires? Et la réponse est toute simple. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, les responsables des salariés, les représentants des salariés seront amenés à être couverts par une sorte de secret où ils ne pourront pas faire appel à leurs collègues pour savoir quel type de défense, et ils ne pourront pas en faire la publicité. C'est une des illustrations de ces questions de rapport entre sécurité et sûreté. Mais elle n'est évidemment pas la seule, puisque l'Union européenne, la Commission et le Conseil sont en train d'étudier la façon dont ils pourraient combattre le terrorisme, et en diminuant, bien sûr, les libertés. Et je rappelle que l'un des principes politiques que nous apprend l'histoire des droits, que ce n'est pas en diminuant l'exercice des droits qu'on arrive à lutter contre la criminalité et contre le terrorisme. Septième point, enfin, le développement illégal. Et je voudrais parler, bien sûr, là, du sort réservé aux pays d'Europe centrale et orientale. Quand, au fur et à mesure des élargissements de l'Union européenne, on a consacré ce qu'on appelle des fonds structurels pour l'accueil de ces pays et pour les intégrer. Une certaine somme a été consacrée pour accueillir l'Espagne et le Portugal. Dans la troisième vague suivante, quand il a été question d'accueillir la Pologne et la République tchèque, on a consacré la moitié de la somme consacrée pour l'Espagne et le Portugal. Et quand il a été question, c'est ce qui a été fait, d'intégrer la Bulgarie et la Roumanie, c'était encore la moitié de la moitié. Le paradoxe est que pour accueillir des gens en atteignant l'Union européenne, alors que le niveau de vie moyen bulgare et roumain était à l'époque de moins de 50% du niveau moyen des autres pays et encore du niveau moyen européen, on a créé l'intégration dans un pays en les privant des fonds structurels, alors que l'échelle de revenus entre ce qui peut se passer dans certaines zones d'Allemagne, en France, et ce qui se passe en Bulgarie et en Roumanie, et c'est devenu... Alors, les Bulgares et les Croates, les Roumains, je ne sais pas s'ils sont contents, mais depuis l'intégration de la Croatie, c'est la Croatie qui est le dernier pays du point de vue du niveau de vie par rapport à la Bulgarie et la Roumanie. Mais une fois de plus, le fait d'intégrer ou de faire de l'Union européenne, pour l'arrivée de ces pays, une zone où non seulement on n'a pas accentué la convergence, mais on a plutôt mis en place une divergence est très important.
Et quand ces convergences et ces divergences sont en fait accentuées par une politique économique qui, en Grèce, a fait que le niveau de vie moyen des Grecs a baissé de plus de 7%, et que le niveau de la possibilité du nombre de gens qui sont en situation de pauvreté ou d'exclusion a augmenté de 25% en Grèce, on se pose la question de quel type d'orientation économique est considéré comme absolu. Si je dis toutes ces questions, c'est parce que ça m'amène finalement à essayer de réunir toutes ces interrogations en une. La question c'est quoi le futur de l'Union européenne? Alors on nous présente le futur de l'Union européenne sous une forme binaire. C'est ou toute l'Europe telle qu'elle est, ou pas d'Europe du tout. En fait, la question est beaucoup plus complexe que celle-là. Il y a des tas de gradations possibles. On pourrait imaginer que l'Europe devienne purement et simplement un espace de concurrence. Et c'est en partie ce qui se passe, puisque sur les questions économiques, chacun des pays essaye de monnayer sa place comparative. Et chaque fois qu'on appelle à la compétitivité d'un pays par rapport à l'autre, alors que 50% du commerce international de chacun de nos pays est plutôt intra-européen, et que par exemple entre la France et l'Allemagne c'est 25% de leur commerce, quand on fait ça, on sait ce qu'on appelle le jeu du mistigris à l'intérieur de l'Union européenne, et que ce qu'on échange comme compétitivité qu'on va gagner, c'est les points de compétitivité acquis sur les autres pays de l'Union européenne. On pourrait donc avoir une zone de concurrence. On pourrait avoir aussi, par exemple, les Britanniques pourraient négocier le maintien dans l'Union européenne avec une pure zone de libre-échange. Tout le reste étant considéré comme secondaire. Les libertés publiques, les droits économiques et sociaux seront considérés comme secondaires, seul compte la liberté du marché et la concurrence. On pourrait imaginer une Europe à plusieurs fonctionnements, plusieurs vitesses. Une Europe du Nord contre une Europe du Sud. On pourrait imaginer un leadership d'un seul des pays, l'Allemagne par exemple, sur les autres, imposant une forme de politique économique. Ce sur quoi je veux insister, c'est tous les 7 éléments que j'ai donnés concourent à l'idée que l'Europe va continuer à exister, mais que nous devons nous intéresser sur la façon dont elle va se développer. Et que ce qui n'est en cause, c'est pas seulement de dire il faut ou toute l'Europe ou pas d'Europe, mais s'interroger sur les futurs possibles. Donc, une fois que j'ai essayé ce tableau qui n'est pas forcément des plus réjouissants, la question devient, mais c'est quoi la stratégie à laquelle nous devons répondre? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Alors j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était il y a 2 jours, à propos des migrants, ce qui était quand même dramatique, le journaliste d'un journal qui s'appelle Le Figaro, qui a écrit une tribune dans laquelle il a dit alors bien oui, c'est dramatique les morts, on ne peut pas se réjouir que les gens meurent, mais enfin, rappelez-vous qu'on ne fait pas une bonne politique avec de bons sentiments. Alors, je trouve qu'il aurait pu attendre quelques jours avant de répondre. Bon, il l'a dit, et donc posons-nous la question. Alors, je ne sais pas si on fait de la politique avec les bons sentiments. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'on ne fait pas de bonne politique sans les droits. Et que s'il y a une stratégie que nous devons considérer comme étant prioritaire, c'est celle qui consiste à dire que les droits sont inaliénables, ils sont universels et ils sont indivisibles. Et même quand il s'agit de l'Union européenne, c'est une stratégie que nous devons continuer à mettre en avant. Pour conclure, on va dire que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, sur le forum des leaders, que je lis, une interrogation de quelqu'un qui disait qu'elle avait de forts doutes, des doutes sérieux, le terme est exact, des doutes sérieux sur l'indépendance de la EDH. Je me suis posé la question de savoir, ou si cette personne avait regardé ce que la EDH écrivait, et elle avait l'honnêteté de dire que, eh bien, puisque je me posais des questions sur l'indépendance de la EDH, donc des questions a priori, elle est allée vérifier si a posteriori ces questions se posaient. Donc la question est posée, elle circule sur le forum, la EDH n'était pas vraiment indépendante. Et puis elle a lu des articles écrits dans la newsletter de la EDH, et en disant qu'elle avait été frappée par la liberté de ton et d'écriture défendue par la EDH. Je remercie cette personne d'avoir été honnête et d'avoir dit jusqu'au bout que c'était le cas. Mais je me suis demandé si, qu'est-ce qui pouvait permettre à quelqu'un de se poser des questions
sur l'indépendance de la EDH, sans même à se poser la question de savoir de ce que nous faisons. Alors je vais vous faire la déclaration suivante. Moi, président de la EDH, je vous dis que la EDH continue à intervenir et continuera à intervenir auprès de la Commission, du Conseil et auprès des parlementaires européens pour que la défense des droits de l'homme soit universelle, indivisible et absolue. Moi, président de la EDH, je vous dis que je mettrai en place toutes les possibilités de défense unitaire de toutes les revendications et de tous les droits que je vous ai présentés dans les points précédents. Moi, président de la EDH, je n'en mettrai que 3 parce que je ne sais plus combien on avait fait. Je vous dis que nous continuerons, malgré les tentatives qui nous sont faites de dire mais ça serait beaucoup mieux si la EDH ne faisait pas autant de politique, si elle ne mettait pas autant d'opposition dans ce qu'elle met en avant. Mais par exemple, si vous aviez une activité de service auprès des gens qui pourrait montrer que vous avez tout fait pour les intégrer les uns par rapport aux autres, oubliant que des tas de réseaux font ça très très bien, que c'est leur boulot, qu'ils font ça remarquablement et que nous travaillons tous les jours. Mais nous, à l'EDH, on fait de la politique et ce sur quoi on s'oppose, c'est une construction européenne telle qui nous est présentée. Et moi, président de la EDH, c'est sur cette base-là que je continuerai.